Une femme de Floride a utilisé une arme à feu pour résoudre ses problèmes de couple, faisant irruption dans l'appartement de son ex et tirant sur l'homme qui se trouvait dans son lit. Elle m'a rendu fou, je sais qu'elle m'a rendu fou, et je l'ai vue comme si elle essayait de casser ma fenêtre, puis je l'ai vue tirer sur ma voiture 3 ou 4 fois. Lacoria Washington a été reconnu coupable d'avoir tiré sur Jason Campbell, qui, blessé, est sorti en titubant d'un appartement du 5e étage, laissant une traînée de sang en cherchant de l'aide. Il a été retrouvé mort peu après sur le parking, vêtu seulement de son caleçon. Il y a un homme en bas sur le parking et il saigne. Au lieu d'essayer d'appeler, Et la tireuse s'est enfuie, a essayé de se cacher dans un autre comté, mais la police l'a retrouvée. Vous avez un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré et cambriolage. Ce n'est pas seulement l'arrestation et la possible condamnation de Washington qui ont fait la une. La famille de Jason a intenté un énorme procès contre le complexe d'appartements et l'équipe de sécurité qui, selon eux, aurait pu empêcher sa mort. Et un jury a été d'accord, leur accordant une somme énorme. Nous allons nous entretenir avec le cabinet d'avocats derrière ce procès. Notre sponsor, Morgan & Morgan. Ils ont réussi à obtenir un verdict de 100 millions de dollars pour les membres de la famille que Jason laisse derrière lui. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Au fait, l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons suivre une histoire comme celle-ci, c'est grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre sponsor, Morgan. Il s'agit du plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels des États-Unis. C'est un cabinet avec plus de 1000 avocats qui ont récupéré 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients rien que ces derniers mois. Un client en Floride a reçu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'offrait que 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions de dollars. C'est 40 fois plus que l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan facilite la défense de vos droits. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur forcepeople.com/LC. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR à l'écran. Jason Campbell, père de 3 jeunes enfants, fils d'un ancien sénateur de l'État de Floride. Il n'avait que 23 ans lorsqu'il a été abattu à l'intérieur d'un appartement de la région de Miami. Alors que l'ex-petit ami de sa compagne était jugé pour meurtre, sa famille dévastée a lancé un vaste procès pour décès injustifié, affirmant que si le complexe avait simplement respecté ses propres règles, Jason serait encore en vie aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le jury était d'accord et a rendu un verdict de 100 millions de dollars en faveur de la famille Campbell. Et dans une minute, je vais m'asseoir avec 2 avocats distingués du puissant cabinet d'avocats, notre sponsor Morgan & Morgan, pour parler de la façon dont ils se sont impliqués dans cette affaire, comment ils ont réussi à obtenir une victoire aussi massive et ce qui se passe en ce moment. Mais d'abord, je ne peux pas entrer dans le vif du sujet sans vous donner les détails. Nous devons donc revenir sur ce qui s'est passé en 2021 au Monte-Carlo. Maintenant, je dois juste vous donner une petite précision. Les logements au Monte-Carlo, on les appelle aussi bien des condos que des appartements, de façon assez interchangeable tout au long de l'enquête, parce que certains des logements sont alloués. Je voulais juste que vous gardiez ça en tête. Mais dans le procès intenté par la famille Campbell, le défendeur est identifié comme étant l'association des copropriétaires du Monte-Carlo de Miami, incorporé, d'accord? D'après des rapports de police et dossiers judiciaires, il était un peu après 8 heures du matin. Le mardi 1er juin 2021, lorsque les opérateurs de Miami ont commencé à recevoir ces appels frénétiques au 911, le corps d'un homme se trouvait sur le parking du complexe, allongé par terre entre 2 voitures, et des témoins ont déclaré avoir entendu quelqu'un crier à l'aide. D'accord, expliquez-moi ce qui s'est passé. je ne sais pas. J'ai vu 2 bobs crier après quelque chose. Mec, il respire partout et tout. Putain, mec, je ne comprends pas ce qui se passe, mec. Il s'est fait tirer dessus juste ici parce que le président était quelqu'un d'important, tu vois. Et monsieur, est-ce qu'il respire? Je veux dire, on dirait qu'il l'a traîné un moment, mec. Eh mec, Yo, mec. est-ce que ça pourrait être juste ça? Was he shot? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est le 911. Ouais, mec, ils l'ont bombardé de questions. Il vient de percuter quelqu'un. Mec, je dois envoyer quelques-unes des dames. C'est déjà assez grave comme ça. Désolé, où avait-il l'affaire? La police ou les pompiers? Bonjour, j'ai quelqu'un ici qui... Je ne sais rien, s'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Je sais juste que ce type est allongé par terre. C'est tout ce que je sais. Et il est en train de mourir. C'est tout ce que je sais. Pouvez-vous envoyer quelqu'un? Pouvez-vous me dire où est l'enfant? Et quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont aperçu quelque chose qui leur a donné la chair de poule. Une traînée de sang partait du corps de Jason et remontait dans le bâtiment, jusqu'aux escaliers menant au 5e étage. Des empreintes de mains ensanglantées ont été retrouvées sur les murs de la cage d'escalier où Jason est tombé en tentant d'échapper à son meurtrier
et de chercher de l'aide. Mais sa lutte s'est achevée sur le trottoir. Et voilà le truc, Jason ne vivait même pas à cet endroit. Il ne vivait même pas au Monte-Carlo. C'est la femme qu'il fréquentait qui y habitait. Je parle de Shantia Mears maintenant. Elle avait auparavant été en couple avec une autre femme, Lacoria Washington. D'accord? La prévenue Mears a déclaré à la police qu'elle avait des problèmes anciens avec Washington, notamment des menaces et de la violence. Elle en a parlé à un officier lors d'un entretien sur une autre interaction avec Washington que nous aborderons bientôt. Regardez ceci. Quel est le lien entre cela? C'est mon ex-petite amie. Quand tu dis ex-petite amie, juste pour clarifier, tu veux dire une relation amoureuse? Oh, D'accord. Combien de temps êtes-vous restés ensemble? pendant quelques années? Des années? Oui. Vous avez déjà vécu ensemble? Non, D'accord. Depuis quand êtes-vous séparés? il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois. D'accord. Alors, Secure a dit, ils l'ont laissé entrer, elle l'a laissé entrer, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a donc laissé entrer. Je suis rentrée chez moi, j'ai verrouillé la porte, puis elle a fait un peu de bruit. Vous avez verrouillé la porte. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes auparavant? Pas récemment. Quoi? Pas récemment? C'était quand la dernière fois? Non, pas récemment. Et est-ce qu'elle a fait quelque chose dans le passé qui pourrait justifier qu'on ferme la porte à clé? Elle est folle, je sais, elle est folle. Est-ce qu'elle a déjà menacé de faire quelque chose de stupide? Ou elle jamais à ce point-là? Non. D'accord. Eh bien, à quel point? Elle était déjà approchée de ma voiture, mais jamais autant, je le sais. Mais ce qu'elle avait fait avant? Elle m'a juste insultée, comme d'habitude, elle m'a insultée. Selon Mears, elle et Jason étaient au lit à 8 heures ce mardi quand quelqu'un a frappé à la porte. Mears a déclaré à la police qu'elle croyait qu'il s'agissait d'un employé de maintenance ou de lutte antiparasitaire, ce qui fut son erreur majeure. Apparemment, elle n'a pas vérifié le Judas avant de déverrouiller et d'ouvrir la porte, et c'était Washington. Il l'a poussé pour entrer dans la chambre de l'appartement et a tiré, touchant Jason à la poitrine. Les photos de la scène de crime montrent un trou de balle dans le mur, une douille par terre. La police a vite établi que Washington était leur principal suspect et qu'elle n'avait pas le droit d'être sur cette propriété. Parce que cela nous ramène environ 3 mois avant le meurtre, quand Mears recevait la visite d'une autre personne, pas Jason Campbell. Mais dans tous les cas, il semble que Washington n'était pas content. J'ai vu un appel manqué de la porte d'entrée, alors je l'ai rappelé. J'ai dit, Oui, j'ai eu un appel manqué de votre part et tout ça. Et puis la dame m'a dit, ah oui, vous aviez un bisou à la porte d'entrée. Je l'ai laissé entrer. J'ai dit, qui as-tu laissé entrer? Et elle a répondu, Lacoria. Et j'ai dit, tu l'as laissé entrer par la porte? Tu n'étais pas censé la laisser entrer par la porte. Et elle a dit, oh, je ne savais pas. Elle a dit, tu savais qu'elle venait? J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois m'appeler, pas me donner la permission. Si je ne réponds pas à la porte, ne les laisse pas entrer et dis-leur de partir. Attends que je réponde au téléphone. À ce moment, elle était déjà dans la résidence. Elle m'a rendue folle, je le sais. Elle frappait à la porte. Elle a frappé à ma porte pendant bien 15 minutes. Est-ce que tu as... Genre, un Judas? Oui, j'ai un Judas. Donc tu regardes, tu l'as vu avec elle? Parfois, elle tentait de le cacher, mais je pouvais aussi l'avoir frappé à la porte. As-tu vu ce qu'elle portait? Elle portait un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc, d'accord. Avait-elle quelque chose sur les mains? Tu l'as vu? Elle avait une arme à la main. Quelle main? Parce qu'ils ne le sont pas en ce moment. D'accord. Quel genre d'arme était celle-ci? Je ne suis pas habituée à m'opposer à quelqu'un. Je vois si elle était noire. L'as-tu déjà vue avec une arme auparavant? Non, pas récemment. Jamais. L'as-tu déjà vue avec une arme? Oui. D'accord. Et qu'as-tu vu? Je regardais par la fenêtre de la chambre, je l'ai vu debout près de ma voiture et je l'ai vu comme essayer de casser ma vitre, puis je l'ai vu tirer sur ma voiture 3 ou 4 fois. Même si vous aviez une relation, je dois obtenir ces infos et faire une présentation photo. Je vous appellerai pour fixer un rendez-vous une fois la présentation photographique prête. Je viendrai avec un autre détective non informé de l'affaire pour vous présenter la présentation photographique. Vous, identifiez-la. Une fois que vous l'avez identifiée, j'ai des protocoles à suivre pour l'arrêter, donc j'irai ensuite l'arrêter. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter tout de suite? Non, il faut d'abord faire une séance d'identification par photo. Donc ce sera mardi parce que je ne travaille pas aujourd'hui, lundi.
Mardi, j'organiserai une séance d'identification par photo. Je vous appellerai, puis on pourra lancer la procédure pour l'arrêter. Les images de vidéosurveillance confirment les propos de Mears, car dans l'une d'elles, on voit Washington arriver en voiture au poste de garde du Monte-Carlo. Elle attend que la sécurité appelle Mears, puis elle est autorisée à passer. Les images de la caméra de sécurité de l'immeuble de Mears montrent Washington entrant dans l'ascenseur, puis ressortant quelques minutes plus tard sur le parking, se dirigeant vers une voiture à gauche de l'écran. Et, selon un rapport de police, Washington a tiré sur la vitre avant du passager de la Mercedes-Benz noire de Mears, puis s'est enfui en courant à travers le parking. Mais sa série de crimes ne s'est pas arrêtée là, car il est difficile de voir sur la vidéosurveillance, mais aussi sur le chemin du retour à sa voiture. La police affirme que Washington a tiré au moins 2 coups de feu sur une Infiniti rouge qui appartenait à l'homme dans l'appartement de Mears. Puis, Washington serait apparemment remonté dans sa propre voiture et serait reparti. Les enquêteurs ont trouvé 5 douilles de calibre 40 sur les lieux, et en plus d'avoir causé des dégâts de façon imprudente aux 2 voitures. Une recherche sur le casier judiciaire de Washington révèle des condamnations pour divers crimes antérieurs. Bien qu'elle ne devait pas posséder d'armes ni de munitions, la vidéo montrait qu'elle en avait. Les accusations de la fusillade seraient ajoutées à son affaire de meurtre. Et, quelques semaines après cette fusillade en mars, la police a de nouveau parlé avec Mears, sauf que cette fois, elle était réticente à en dire beaucoup officiellement. Donc, pour revenir à... Le 22 février, quand moi ou la police sommes allés à votre immeuble, là-bas, quelle est la raison pour laquelle la police se pose des questions? Honnêtement, je me sens plus à l'aise de faire tout ça avec un avocat. Vous n'êtes pas en état d'arrestation? Je préfère le faire avec un avocat car je me sens plus à l'aise. Vous comprenez ce que l'avocat de la ville a dit? Plus ou moins. Donc, vous ne voulez pas me parler maintenant? Je me sens plus à l'aise avec un avocat. Vous ne voulez pas me parler maintenant? Jusqu'à ce que j'ai un nouvel arrangement. Vous n'êtes pas en état d'arrestation et je ne pose pas de questions incriminantes, donc vous n'avez pas ce droit pour l'instant. Vous me parlez en tant que témoin et victime. Les avertissements Miranda, c'est-à-dire le droit de garder le silence, ne s'appliquent pas actuellement. Très bien, aucun souci. Vous ne souhaitez donc pas l'identification par photo non plus? Je dois juste le faire avec un avocat. D'accord, pas de problème. L'État de Toronto va vous contacter, d'accord? Et seulement 3 mois plus tard, Washington serait de retour sur cette propriété de Monte-Carlo, malgré un panneau dans la guérite avertissant la sécurité que son véhicule était interdit. Et un jour après que Jason ait été abattu et tué, les détectives ont parlé avec le garde qui était de service la veille au matin. Il s'agit de Sean Atkins. Quelles sont vos fonctions ou votre secteur de patrouille au travail? Enregistrer les visiteurs lorsqu'ils passent la porte. Et c'est bien la porte d'entrée principale, n'est-ce pas? C'est exact. Pour confirmer, il y a bien une seule entrée et une seule sortie? C'est exact. Est-ce que vous travaillez à l'appartement Monte-Carlo hier, le 1er juin 2021? Oui. Quel était votre horaire de travail hier? De 7h à 15h. À quelle heure avez-vous commencé à 7 heures? À un moment donné au cours de la journée d'hier, avez-vous été informé d'un incident impliquant l'un de vos locataires dans le complexe? Oui. Savez-vous de quoi il s'agissait ou dans quel appartement cela s'est produit? Pas pour le moment, pas avant. C'est seulement après, quand la police est venue et que tout a été réglé, que beaucoup de résidents sont venus me le raconter. Le détective a montré à Atkins une série de photographies et elle a pu identifier à la fois Mears et Washington. Cependant, elle a appelé Mears Mademoiselle Mills. De qui parlez-vous en disant sa petite amie? De Mademoiselle Mills. Pour mémoire, la personne sur la photographie numéro 2 est Lacoria Washington. Et vous déclarez qu'elle est la petite amie du... Et comment savez-vous cette information? Parce qu'il y a quelque temps, il y a quelques mois, elle est entrée et elle a tiré sur la fille. La voiture de Mills est une voiture de gentleman. Et une fois que nous avons terminé notre petite enquête, nous avons découvert que c'était sa petite amie. Et donc c'est comme ça, tu sais, je sais, tu sais, ils disent, c'est sa petite amie. D'accord.
si je ne me trompe pas. Après cet incident, cela a été documenté le 22 février 2021. Est-ce que le complexe d'appartements a diffusé des informations la concernant? Eh bien, la seule chose qu'ils lui ont communiqué, c'est que le véhicule dans lequel elle se trouvait ne pouvait plus entrer sur les lieux, sur la propriété. Je vous ai aussi montré la photo numéro 3 d'une personne filmée par la vidéosurveillance entrant dans le complexe. Je vais vous la montrer à nouveau. Vous avez regardé cette photographie et vous avez identifié cette photographie comme étant la même personne dont nous parlons. Oui. Vous avez indiqué sur la photographie qu'il s'agit également de la petite amie de la personne. Lorsqu'elle est entrée hier matin... Oui, c'était juste avant 8 heures qu'elle est entrée. Sur cette photo, pouvez-vous me dire ce qu'elle porte? Tout en noir, un sweat à capuche noire avec des claquettes noires et jaunes. Et c'est la personne que vous avez vue hier matin? C'est bien ça. Atkins confirme avoir vu Washington le matin de la fusillade, mais elle n'était pas dans le véhicule interdit. Et savez-vous pourquoi elle aurait été à pied? Parce que son véhicule est interdit. Donc, elle ne peut pas conduire à l'intérieur de la résidence parce que son véhicule est interdit à cause de l'incident précédent qu'elle a causé. Donc, elle le sait déjà. Elle ne peut pas entrer en voiture parce qu'on ne peut pas lui fournir de laissez-passer ni lui permettre d'entrer du tout avec ce véhicule. Et savez-vous si elle a déjà fait ça à d'autres occasions? Oui, elle l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'elle garait son véhicule à l'extérieur et entrait à pied? C'est exact. Et ensuite, elle repartait de la même manière? Oui, parfois, ou elle le serait probablement. Si je la voyais le matin, elle marche le matin, je termine à 3 heures, donc je ne la vois pas. Quand je pars, elle part probablement plus tard dans la journée ou quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas au courant. Pendant que vous étiez à votre poste ou à votre poste hier, avez-vous entendu des coups de feu ou des tirs? Non, c'est ça qui est étrange. Je n'ai rien entendu. Est-ce qu'un des résidents est venu vous voir à un moment donné et vous a dit qu'il avait entendu ou vu quelque chose? Non, parce qu'il disait que quand ils ont vu tout ce qui se passait, ils n'avaient pas non plus entendu de coups de feu. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. Parce que normalement, s'ils entendent quelque chose, ils appellent la guérite et demandent « Est-ce que tout va bien? Parce que j'ai entendu ceci ou j'ai entendu cela. » Et il n'y avait rien. Les autorités de Miami-Dade ont lancé un mandat d'arrêt contre Washington, retrouvé quelques semaines plus tard à Port-Orange, à près de 4 heures au nord de Miami. Voiture de la police ici, elle arrive ici. Pourquoi tu ris? Parce que je sais que toi aussi tu en as une. Je ne l'aide que quand ce type est là. Il a eu cette chance. Allez mec, allez frérot. Yo, tu peux pas manger du porc frais toute la journée, mec. Je sais frérot. Si je faisais tout ici, je leur ai dit, vous devez absolument goûter les bookies avant de partir. Ouais. Ouais, d'accord. Tu comptes jusqu'à 3. D'accord. Assieds-toi derrière. Toi, lui sur mon téléphone. Très vite, mec. Quel est ton prénom? Vous êtes venu ici pour un mandat, n'est-ce pas? J'aide seulement parce que je ne fais pas partie de tout ça, d'accord? Tu peux juste me le donner, McKay? Tu peux l'épeler pour moi? La Coria, nom de famille Washington. Quel est votre deuxième prénom, mademoiselle Washington? Criez-moi avec un C ou un H. Excusez-moi, S. D'accord. Non, ils vont m'enregistrer ici. Et votre date de naissance, oui? D'accord. Alors, dites-moi votre date de naissance. 13 septembre 1996. Vous avez dit que le prénom était Ella Kaoeria. D'accord, elle est ouverte à l'Occident. Elle n'a vraiment pas grand-chose à cacher, donc je ne vais pas exagérer en disant qu'elle cache quelque chose. Officier Manchester, je vérifie qu'il n'y a pas d'alerte sur votre numéro. On doit quand même s'assurer que les gens ne peuvent pas cacher des choses partout.
D'accord. Vous sortez ici pour moi. Contre le véhicule. Rien de tranchant, n'est-ce pas? Donc les agents à Port-Orange savent qu'il y a un mandat d'arrêt contre elle, mais ils n'ont pas tous les détails. Alors Washington fait un peu semblant de ne pas savoir. Regardez, Vous savez sûrement pourquoi je mets les menottes. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi légalement, mais c'est parce que vous avez un mandat. Vous avez un mandat contre vous pour des accusations de meurtre au premier degré et de cambriolage. Eh bien, c'est un peu mélangé ici. On dirait cambriolage avec arme, et il semble aussi que ce soit un criminel en possession d'une arme. Ils utilisent de beaucoup d'abréviations, mais ce sont vos accusations. Vous n'avez pas de caution. Et ça vient de Miami. Excusez-moi, Miami-Dade. Comment peuvent-ils m'accuser? Où est l'État, les preuves? Ont-ils entendu quelque chose? C'est quelque chose à régler au tribunal, pas maintenant. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que vous avez un mandat d'arrêt contre vous et que vous êtes en état d'arrestation. au final, Washington a été enregistré à la prison du comté de Volusia avant d'être transféré dans la partie sud de l'État. Très bien, mademoiselle Washington. Sortez pour moi, s'il vous plaît. Nous allons juste marcher un peu à l'intérieur par ici. C'est tout ce qu'ils auraient pu faire s'ils m'avaient donné des vêtements. Je n'ai pas participé à cette décision ni eu de contrôle dessus. Non, ce sont des cellules de détention. Avancez là-bas pour moi, s'il vous plaît. Merci. J'étais assis sur le banc un instant. Dans le comté de Miami-Dade, Washington était inculpé de meurtre au premier degré et de cambriolage à main armée avec agression. Harcèlement aggravé avec une arme à feu, possession d'une arme à feu par un criminel condamné, possession d'une arme ou de munitions par un criminel condamné. Les procureurs ont accepté de requalifier l'affaire et l'accusation de meurtre au premier degré a été réduite au deuxième degré. Les autres chefs d'accusation ont été abandonnés. Si Washington plaidait coupable, et regardez Washington, à la fin, elle a changé son plaidoyer. Elle a été condamnée le 5 juillet 2025 à 12 ans de prison, suivi de 10 ans de probation. Elle purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Gadsden. C'est une prison pour femmes à Quincy, en Floride. Pendant tout cela, en dehors de l'affaire pénale, un procès pour décès injustifié a eu lieu. D'accord? Jason Campbell, âgé de 23 ans, était le fils de Daphne Campbell, qui avait auparavant été sénatrice d'État à la législature de Floride pendant 8 ans. Le lendemain de la mort de Jason, elle a publié une mise à jour sur sa page Facebook, disant en partie, je cite, « Porter un enfant pendant 9 mois avec des difficultés, puis finir par avoir une césarienne. Et après 23 ans, vous recevez une mauvaise nouvelle, quelqu'un tire et tue votre fils. » Elle raconte avoir perdu son fils, tué par la violence armée pendant son sommeil, et écrit que le tueur est sans cœur. Et il a tué mon fils, mon beau-fils, et a laissé 3 enfants sans père. Alors Campbell a intenté un procès pour mort injustifiée au nom de la succession de Jason, et elle a cité 3 entreprises ici. Monte Carlo, une association de copropriétaires de Miami. Aka Monsite Incorporated, qui avait été engagée comme société de gestion immobilière pour le complexe, et EMS Protective Group, qui avait été engagé pour assurer la sécurité. Ceci est basé sur une recommandation d'ACAM maintenant. Des centaines de documents judiciaires ont été soumis depuis le dépôt de l'affaire en janvier 2022, mais la déclaration du plaignant sur l'affaire expose en quelque sorte les arguments ici. Je cite précisément, le 21 février 2021, l'Acoria Washington a été autorisé à entrer sur les lieux par la porte principale par Ken Sécurité. Le prédécesseur de MS, non impliqué dans ce procès, a violé les protocoles exigeant l'accord du locataire pour l'entrée des non-résidents. L'Acoria Washington a déclaré rendre visite à Shantia Mears, locataire, mais Madame Mears n'a pas accordé l'accès à l'Acoria Washington. Lorsque Mademoiselle Mears a refusé d'ouvrir sa porte, l'Acoria Washington s'est dirigée vers le parking, où elle a tiré plusieurs coups de feu sur les véhicules de Mademoiselle Mears. Et l'invité masculin de Mademoiselle Mears en février 2021, cet invité masculin n'était pas Jason Campbell. Environ 3 mois plus tard, le 1er juin 2021, vers 8 h du matin, l'Acoria Washington, bien qu'interdite de séjour, est revenue à pied et a franchi la barrière d'accès. Madame Washington est retournée à la porte de Mademoiselle Mears et a frappé. Mademoiselle Mears a ouvert sans vérifier le judas. Croyant qu'il s'agissait de la gestion ou du service antiparasitaire, l'Acoria Washington est entrée dans la chambre avec une arme et a tiré sur Jason Campbell en pleine poitrine. Jason espore plus tard de cette blessure. Ainsi, la plainte a accusé chacune des 3 entreprises de négligence, citant les défendeurs. Monte Carlo, ACAM et EMS étaient au courant de l'incident du 22 février 2021
et n'ont pas pris de mesures raisonnables pour empêcher Washington et des personnes non invitées ayant des intentions criminelles, comme Washington, d'accéder à la propriété et d'y commettre des crimes. Vous allez maintenant à ce procès qui a duré une semaine. Et, selon un article sur le verdict publié par l'OCOM, il n'a fallu qu'environ 2 heures au jury pour revenir. Le formulaire de verdict a demandé aux jurés si les défendeurs avaient été négligents et si cela avait causé les blessures et le décès de Jason Campbell, tout en envisageant une indemnisation importante pour les plaignants. Et il y avait une coche à côté du mot oui pour les 3 défendeurs. Le jury a déterminé que la société de gestion immobilière SO ACAM était responsable à 57%, tandis que les propriétaires du condo, le complexe et le groupe de sécurité étaient chacun responsables à 18%. Shantia Mears, la locataire, était responsable à 7%, mais elle n'a pas été désignée comme défendresse dans ce procès. Mais Daphne Campbell a reçu 25 millions de dollars pour sa douleur et sa souffrance. Tout comme le père de Jason, Hubert Campbell, et les 3 enfants de Jason qui n'avaient que 6, 3 et 1 an lorsqu'il est décédé, selon les documents du tribunal, ils vont maintenant se partager les 50 millions de dollars restants. Dans une déclaration au Miami Herald, Daphne et Hubert Campbell ont dit « Perdre notre fils Jason nous a causé une douleur indicible que nous ne souhaiterions à personne. Ce verdict ne ramènera pas notre fils, mais nous espérons qu'il incitera les gestionnaires et propriétaires immobiliers à assurer une sécurité adéquate. Avant qu'une autre famille ne souffre comme la nôtre, c'est juste. Je veux maintenant faire venir les avocats de Morgan et Morgan qui ont mené ce procès. Beaucoup de questions. Je suis avec Thomas Hastie et Grant Gillenwater sur le plateau. Merci beaucoup d'être là, je vous en suis reconnaissant. J'ai bien prononcé vos noms, n'est-ce pas? Oui, parfait, c'est l'essentiel. D'abord, expliquez-moi comment vous vous êtes impliqué dans cette affaire. Donc, la ferme est d'abord parvenue en octobre 2021 en tant que dossier reçu par notre service. Quelqu'un a appelé notre cabinet, la famille a appelé notre cabinet et a dit « Hé, nous voulons travailler avec vous. Nous avions un autre avocat, mais nous ne sommes pas à l'aise avec ce qui se passe. » Alors ils nous appellent pour avoir un deuxième avis. Nous avons dit que nous serions ravis d'examiner cela pour eux et ils nous ont engagés. Et donc, j'ai plaidé l'affaire, essentiellement de 2021 à 2024, quand j'ai appelé Grant et que j'ai dit « Hé Grant, j'ai cette affaire qui va passer en procès. » J'ai contacté Grant Gillingham, l'un des meilleurs avocats du pays. En fait, je suis l'un des avocats du pays. Tu connais quelqu'un? Grant? Tu connais quelqu'un? Quelqu'un à qui tu pourrais me recommander? Eh bien, tu sais, écoute, nous prenons les procès très au sérieux. Morgan. Évidemment, nous ne sommes pas un cabinet d'avocats, nous sommes un cabinet de procès. Et l'une des grandes choses que Jean a faites il y a des années, vraiment avec ça a commencé avec Keith Mitnick qui l'a dit. Nous allons faire venir les meilleurs avocats que nous pouvons trouver et tout ce qu'ils vont faire, c'est plaider des affaires. Donc en ce moment, nous sommes 5 dans tout le pays et tout ce que nous faisons, c'est plaider des affaires. Keith, Rick, Chris, Brian, McLean. Moi-même, tout ce que nous faisons, c'est voyager à travers le pays pour plaider nos plus grandes affaires. Et donc, la situation idéale que nous avons, ce sont des gens comme Tom. Ils vont instruire l'affaire depuis le début jusqu'à quelques mois avant le procès. Ils nous appellent, ils commencent à collaborer avec nous et maintenant, c'est parti. Laissez-moi vous demander, parfois il y a une affaire, non? Vous pourriez dire, je ne sais pas. Une montagne russe s'effondre ou quelqu'un tombe et vous voyez tout de suite. Quelque chose s'est passé ici, quelque chose n'allait pas, cela n'aurait pas dû arriver. C'est probablement une affaire de négligence, peut-être de décès injustifié. À première vue, quand vous entendez parler de cela, c'est un crime horrible, vraiment horrible. Au début, avez-vous pensé qu'une faille de sécurité pouvait rendre quelqu'un responsable et que cela n'aurait pas dû arriver dans ce condo? Oui, les informations que nous avions lors de notre engagement étaient que Jason avait été tué dans cet appartement alors qu'il était occupé avec une autre femme. Et donc, cela m'a paru comme un schéma de fait étrange. Vous savez, comment quelqu'un a-t-il pu accéder à l'appartement alors que Jason était là s'il rendait visite à quelqu'un? Comment une autre personne a-t-elle pu arriver là? Pour commencer ou engager cette dispute? Je suppose qu'il y a eu une dispute, car avec le recul de 4 ans de procédure, nous pouvons mieux comprendre la prise en charge. Mais au départ, tout ce que je savais, c'est qu'il avait été tué dans l'appartement avec cette femme qu'il était venu voir. Alors je me suis dit, tu sais, cette personne n'aurait jamais dû arriver jusqu'à la porte. Nous ne savons pas comment, nous ne savions même pas vraiment si elle avait été invitée ou quoi. Oui, cela nous a marqué comme un schéma de fait. Tu sais, on devrait se pencher sur la sécurité de cette propriété. Et très vite, d'un point de vue légal, quelqu'un peut toujours être tenu responsable, mais pas pour ce qui arrive au propriétaire d'un appartement ou à un locataire. Même les visiteurs peuvent porter réclamation. Ainsi, le propriétaire,
La société de gestion ou de sécurité garde toujours une obligation envers tout visiteur de la propriété. C'est exact? D'accord. Absolument. Oui. Et maintenant, Grant, au cours de cette affaire, pendant la phase de découverte du procès, si vous pouvez expliquer à notre public, qu'avez-vous appris sur les manquements à la responsabilité de la direction, du propriétaire, de la société de sécurité? Qu'avez-vous découvert? Donc, ce que nous avons découvert et ce que nous avons obtenu lors de la phase de découverte, c'est que personne ne savait ce qui se passait. Chaque entité impliquée dans cette propriété était tenue dans l'ignorance, apparemment par les autres. Donc, vous avez la société de gestion immobilière, dont le travail est d'assurer les opérations quotidiennes. Ils doivent informer le conseil d'administration de ce qui se passe sur cette propriété. Ensuite, vous avez le conseil d'administration, les propriétaires de la copropriété eux-mêmes, le conseil des copropriétaires, dont le travail est de prendre des décisions, de réduire le budget, de dire « D'accord, écoutez, nous avons besoin d'une meilleure sécurité. Trouvons l'argent, mettons-le ici. » Mais si la gestion immobilière n'informe pas le conseil d'administration, le conseil ne sait pas quoi faire. Et puis, vous avez votre troisième défendeur, maintenant vous avez la société de sécurité. Dans ce cas, la société de sécurité avait récemment été engagée par le gestionnaire immobilier. Le gestionnaire immobilier n'a pas informé la société de sécurité de tous les problèmes qu'ils avaient eus des mois auparavant. Donc la société de sécurité est dans le flou. Ils ne savent pas dans quelle mesure ils doivent intervenir, ni quels services ils doivent fournir. Donc vous avez ces trois défendeurs qui ne savent pas ce que font les autres. Mais en fin de journée, nous avons évoqué la répartition et je sais que vous en parlerez. C'est là que tout se résume vraiment au gestionnaire immobilier parce que c'est lui qui tenait tout le monde dans l'ignorance. Et je veux en venir au procès en lui-même, à ce que c'était. Mais parlons de la décision du jury ici. Et ils l'ont décomposée en termes de responsabilité, d'après ce qu'a dit Grant. Je veux dire, peux-tu expliquer comment tu penses que le jury est arrivé, tu sais, à 18%? 18%, comment ils ont déterminé qui était responsable de quoi, tu penses? Donc, les preuves étaient exactement ce que Grant a dit. Les preuves montraient que la société de gestion immobilière recevait des informations sur la criminalité de la sécurité, des locataires, des invités et de l'association de copropriété. Ils ne transmettaient pas ces informations ni aux propriétaires de condos, ni à la sécurité pour qu'ils puissent décider. Donc, ce manquement dans la communication de l'information, ils avaient le ballon, ils étaient censés passer ce ballon aux décideurs, ce manquement à transmettre l'information, selon nous, rendait la société de gestion la plus responsable dans cette affaire. Parce que si la sécurité fait son travail et rédige des rapports d'incidents pour les événements qui se produisent et transmet cela au bureau, quelle est la prochaine étape qui devrait avoir lieu? Le bureau devrait transmettre cela au conseil, devrait informer le conseil. Et nous avons eu une fusillade, nous avons eu un vol à main armée, nous avons eu une effraction dans un véhicule. Que voulez-vous faire? Nous vous recommandons d'augmenter la sécurité, nous vous recommandons de changer les protocoles. À la porte, ce qui a finalement conduit à la mort de Jason? Il y avait un protocole pour vérifier les véhicules à la porte. Si vous arriviez à la porte, vous deviez baisser votre vitre, présenter une pièce d'identité, dire que vous alliez voir le locataire Jesse. Ils appelaient Jesse, et si vous disiez « oui, Tom peut monter », ils étaient autorisés à passer, mais si Jesse disait non, ils ne pouvaient pas passer. La voiture était alors invitée à faire demi-tour et à partir. S'ils ne partaient pas, ils appelaient la police afin de maintenir un accès contrôlé à la propriété. Si chacun fait son travail, que la sécurité rédige et transmet les rapports d'incidents au bureau de gestion, celui-ci doit ensuite informer le conseil d'administration. Nous allons donc en parler, mais il y a eu un incident précédent en février 2021 où ce même tireur est venu sur la propriété. Il a franchi la porte en brisant le protocole, s'est présenté armé devant le locataire et a frappé en criant « Laisse-moi entrer, je sais qu'il y a un homme ». C'était une personne différente d'ailleurs, une personne différente. Oui, avant qu'on reparle du procès, je veux te poser une question à ce sujet. Pourquoi Mears faisait-il partie de cette affaire, n'est-ce pas? Pourquoi la locataire était-elle impliquée? Elle n'était pas une défendresse à proprement parler, n'est-ce pas? Mais le jury, au final, a estimé qu'elle était en partie responsable aussi. En Floride, une personne non impliquée dans l'affaire peut être jugée partiellement responsable d'un incident de négligence. D'accord. Et donc, ils ont estimé, les défendeurs ont soutenu cela. Mademoiselle Mears, lorsqu'elle s'est réveillée le matin du 1er juin à 8 heures, a un coup frappé à sa porte, pensant que c'était la gestion immobilière. Et elle a ouvert la porte et a laissé entrer le tireur qui s'est précipité à la porte. Le jury a estimé qu'elle était partiellement responsable de ne pas avoir vérifié le Judas ou l'œilleton. Les personnes à la porte. D'accord. Et ensuite, tu vas devant le jury, n'est-ce pas? Tu vas au procès.
Comment c'était de juger l'affaire? Et quelle était la défense? Est-ce qu'il rejetait la faute, comme tu l'as dit? Est-ce qu'il la mettait sur Mears? Et c'était sa responsabilité. Je veux dire, quelle était leur défense? Qu'est-ce que tu plaidais? Donc, ce que tu as, c'est 3 accusés qui se rejettent tous la faute. Imagine, tu as sûrement déjà vu ce mème de Spider-Man avec les 3 Spider-Man qui se pointent du doigt. Ils se pointent tous du doigt, c'est ce qui se passe avec les 3 accusés. Et ensuite, ils s'allient pour accuser Mears. Donc, personne n'assume la moindre responsabilité, ils se rejettent tous la faute, puis ils s'unissent pour tout mettre sur le dos de Mears. Donc le problème, et ce qui a été très difficile dans la préparation de ce procès, c'est qu'on a toutes ces informations, beaucoup de faits. Ça peut devenir sacrément confus. D'une manière ou d'une autre, il faut réussir à distiller tout ça et à le simplifier pour que ce soit compréhensible. De façon à ce qu'un jury puisse se dire « Ah, je vois ce que A a mal fait, je vois ce que B a mal fait, et je vois ce que C a mal fait. » Et ça, c'était difficile. Tout débute lors de la sélection du jury, où l'on précise qu'il y a 3 accusés, puis lors de la déclaration d'ouverture avec la belle introduction de Tom. Et tout au long du procès, on maintient ce thème. On garde l'attention du jury sur le fait que tout le monde a fait quelque chose de mal ici. Cependant, il y avait un accusé qui avait fait le plus de mal, et à la fin du procès, cela s'est révélé ainsi. Nous avons présenté les preuves. Et je crois qu'il ne leur a fallu que 2 heures pour revenir. Moins de 2 heures? 1 heure et 47 minutes. Ils sont revenus avec 100 millions de dollars. Si j'ai bien compris, quelle était l'offre maximale? C'était environ 1 million. Pouvez-vous expliquer cela et comment le jury est arrivé à 100 millions? Tu leur expliques ce que c'était, et moi je vais dire comment je pense que le jury est arrivé aux 100 millions. 100 millions de dollars? Donc oui, l'offre avant le verdict était d'1 million de dollars. D'accord. Et donc c'était une bonne équipe. C'était la partie la plus difficile. C'était la partie la plus difficile du procès de déterminer quelle est la valeur. Parce qu'on parle d'un jeune homme qui a perdu la vie, on parle d'une jeune famille, on parle d'une mère et d'un père qui... Alors que j'ai dit au jury que leur fils reste leur fils, le père de Jason va au cimetière chaque semaine et s'assoit avec lui. Comment mettre un prix là-dessus? Et quand nous avons commencé ce procès, Tom et moi avons parlé de valeurs et de chiffres. J'ai discuté avec certains autres membres de l'équipe du procès. J'ai toujours aimé parler avec des non-avocats pour avoir leur avis, et les chiffres étaient partout, il n'y avait pas de consensus. Certaines personnes m'ont dit que 15 millions c'était exagéré et trop demandé, trop demandé. D'autres personnes m'ont dit que je devrais y aller et demander 150 millions. Et je ne savais pas quoi faire. Et pour être honnête, je ne savais pas ce que j'allais faire, jusqu'au matin de la signature. Et j'étais assis au JW Marriott à Miami en train de prendre un café. Et j'ai dit à l'un des avocats qui plaidait l'affaire avec nous, « Patrick, j'ai dit, je pense que je vais simplement parler. Je vais leur dire ce que je pense. Et voici ce que je pense en tant qu'être humain. Cette affaire vaut 200 millions de dollars. Ouais. Car c'est le cas, mais je pense aussi que vous allez me trouver fou de demander cela. Et mon travail pour les Campbell, c'est d'être un défenseur, quelqu'un qui peut parler, persuader et convaincre, mais aussi montrer la vérité. Et pour faire cela efficacement, il ne faut pas que vous pensiez que je suis fou, donc demander 200 millions de dollars, vous pourriez croire que je suis cinglé. Donc en tant qu'avocat, je vous dis que cette affaire vaut 80 millions. Et c'est là que ça devient difficile, parce que je viens de faire la partie facile pour vous. La partie facile, c'est de passer de 80 millions à 200. Quelque part entre les deux, il y a la justice, et je ne sais pas exactement où, mais je peux vous dire que c'est quelque part entre 80 et 200. Et maintenant, à vous de la trouver. Waouh! Et ils sont revenus. Et ils ont fait ce qu'il fallait, ils l'ont trouvé. Ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. Aller chercher la justice. Et en parlant de justice, où en est-on? Y a-t-il déjà eu des paiements jusqu'à présent? Aucun paiement n'a été effectué. Nous avons conclu un accord confidentiel avec la société de gestion immobilière et poursuivons la procédure contre l'association de copropriété. D'accord. Pensez-vous que la famille recevra bientôt ce versement? Lequel, le règlement? Oh, oui, oui. D'accord. Bien. En fait, Tom a assisté hier à une audience à Miami pour faire approuver le règlement mineur par la gestion immobilière. Nous prévoyons donc que la famille recevra probablement ses fonds de la gestion immobilière d'ici les 30 prochains jours. D'accord. Comment va la famille maintenant? Comment ont-ils tenu?
Ce qu'ils ont vécu est inimaginable et déchirant. Vous l'avez très bien expliqué, mais vous savez, traverser la procédure judiciaire est une chose, et maintenant c'en est une autre. Comment vont-ils à ce stade? Ils vont bien. Les Campbell étaient en fait dans notre bureau vendredi. La maman et le papa ont préparé un incroyable déjeuner jamaïcain pour nous et ont apporté de la nourriture pour les avocats et nos équipes. Nous avons pu déjeuner avec eux, c'était formidable de les voir. Hubert se rend toujours sur la tombe de son fils chaque semaine. Les fêtes, même 5 ans, 4 ans plus tard, étaient très difficiles pour eux. Il y a un mois, il pleurait la perte de son fils dans notre bureau, comme Daphné. Et donc, ils sont toujours brisés. Mais ils sont heureux qu'il y ait une conclusion partielle. Ils sont à jamais reconnaissants du verdict que le jury leur a donné, que la justice leur a apporté. Et puis, évidemment, j'ai aussi été beaucoup en contact avec les mères et les enfants vont bien, je vais vous demander cela. Les enfants grandissent chaque jour et vont bien. Leur maman s'en occupe bien. C'est super. Et Grant, qu'en penses-tu? Quel message une telle affaire envoie-t-elle après jugement et conclusion? Nous ne voulons jamais que nos verdicts soient des messages parce qu'ils sont tellement personnels. N'est-ce pas? Ils sont très personnels pour la famille. Mais en même temps, cela devrait servir d'avertissement comme une leçon de prudence. Que lorsque vous, en tant que défendeur, lorsque vous, en tant que compagnie d'assurance, avez l'occasion de faire ce qui est juste, et cette occasion vous a été donnée pendant des années, pas une fois, pas 2 fois, mais des dizaines de fois. Et vous pensez que simplement parce que vous avez tous les atouts de votre côté, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes puissant, parce que vous pensez que personne ne peut venir vous chercher. Au bout du compte, la vérité trouve toujours un chemin et cela signifie que lorsque la vérité éclate, la justice avance. Et c'est de cela qu'il s'agit dans les procès et c'est de cela qu'il s'agit dans le système du jury. Ce n'est pas parfait, mais c'est le plus grand système de justice que ce monde ait jamais connu. Alors, le mot d'avertissement, le message à envoyer à ces grandes compagnies d'assurance, à ces méga-entreprises, faites ce qui est juste dès la première fois. Parce que si vous ne le faites pas, il y a des avocats, il y a des cabinets, il y a des familles qui vous demanderont des comptes et qui feront éclater la vérité et la justice. Je ne vois pas de meilleure façon de conclure. Grant, merci beaucoup Tom, merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup d'être venu expliquer un peu plus le travail que Morgan et Morgan ont accompli dans ce cas très particulier. Et je dirais simplement que nos pensées et nos prières accompagnent cette famille alors qu'elle traverse cette nouvelle étape. Et j'apprécie vraiment que vous soyez tous les deux venus pour l'expliquer. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, à la prochaine fois.